BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et pour répondre à toutes les questions que vous nous envoyez jour après jour aujourd'hui, c'est Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. On est parti, Frédéric ? Allez hop. Allez, question de Jean-Paul qui nous écrit depuis Vanves. Il a bien évidemment entendu parler des mesures que propose régulièrement François Hollande et notamment du retrait de 20 000 € de son épargne salariale. D'abord, est-ce qu'il a tout bien compris ? Et ensuite, est-ce qu'il peut le faire tout de suite ? Et est-ce qu'il est judicieux de taper dans son épargne salariale ? Alors, premièrement, non, il n'est pas possible de le faire tout de suite. Il faut d'abord attendre le vote d'une loi qui va pouvoir autoriser ce déblocage. Donc, elle n'est pas encore intervenue. On peut imaginer que ça intervienne d'ici quelques semaines. Ça a été présenté comme une mesure d'aide à la consommation, donc on peut penser que oui, c'est une mesure qui va être votée rapidement, une mesure urgente. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va durer 6 mois. Donc à partir du moment où ça va être voté, les gens auront 6 mois pour aller puiser dans l'épargne salariale et pour aller faire leurs petites emplettes. Bon. C'est judicieux ou pas maintenant ? Alors après, voilà, c'est l'autre question. C'est une bonne idée ou est-ce que c'est une bonne idée ? Alors déjà, il faut regarder, première chose, quels sont les biens pour lesquels on pourra faire ce retrait. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc c'est des mesures qui ont été annoncées pour soutenir la consommation. Enfin, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on va pouvoir, comme dans les mesures précédentes, vous savez, les fameux déblocages anticipés qu'il y a eu en 2004-2008, est-ce que c'est juste pour acheter une voiture ? Est-ce que c'est pour acheter de l'immobilier ? Est-ce que c'est pour acheter ? Est-ce que c'est pour se payer des vacances ? Est-ce que c'est pour se désendetter ? En fait, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc il faut d'abord attendre, effectivement, de connaître exactement le champ d'investigation, le champ d'application de cette mesure. Une fois qu'on le connaîtra, il sera peut-être plus facile de répondre sur la partie judicieuse de l'affaire. Parce que de toute façon, faire un retrait sur son épargne salariale, c'est plutôt fiscalement intéressant. Vous savez que quand vous êtes salarié et que vous avez un plan d'épargne d'entreprise, par exemple, les sommes qui y sont versées sont bloquées pendant 5 ans. Si vous faites un retrait avant cette date-là, vous êtes fiscalisé sur ces sommes-là. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous faites un retrait anticipé dans le cadre de la mesure Hollande, vous ne serez pas fiscalisé. Donc c'est plutôt avantageux. Vous aurez gagné de l'argent, ça ne sera pas considéré comme un salaire et vous pourrez vous en servir. Après, la deuxième chose, c'est est-ce que vous pouvez vous en servir librement ? Dans les mesures précédentes, il n'y avait pas besoin d'apporter un justificatif sur le réinvestissement. Donc ça veut dire qu'on peut très bien imaginer. Alors, c'est pas le but de la mesure, on la détourne un peu, mais quand même, si c'est pas interdit, ça reste autorisé. On peut imaginer que vous fassiez un retrait sur le plan d'épargne d'entreprise et que vous ayez le placer sur un autre produit. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le mettre, par exemple, sur son livret A ? Le livret A, aujourd'hui, rapporte 1,75. Finalement, c'est pas moins bien que ce que peut rapporter la plupart des fonds dans le plan d'épargne d'entreprise. Les salariés étant par définition plutôt assez prudents sur les sommes qu'ils reçoivent, ils le mettent souvent sur les fonds monétaires. Les fonds monétaires, aujourd'hui, ça rapporte entre rien et pas grand-chose. Donc 1,75, c'est toujours mieux. Et si vous avez un peu des velléités d'aller sur les marchés boursiers, pourquoi pas verser ça sur un PEA. Vous allez investir comme ça sur des fonds, ça va être à nouveau bloqué, sauf à ce que votre PEA soit déjà plutôt âgé. Donc on peut imaginer ce type d'arbitrage. Et finalement, on détourne un peu l'esprit de la mesure, mais c'est à François Hollande et son gouvernement de mettre des garde-fous. Donc voilà ce qu'on pouvait se dire. On rappelle le principe, attendre le vote de la loi, on ne peut pas tout de suite. Alors que vont arriver les avis d'imposition. Oui, et puis même de participation, d'intéressement. On ne peut pas tout de suite se jeter sur le magot. Il va falloir attendre le vote de la loi. Donc pour le moment, on en reste à la loi antérieure et on attend de voir les conditions qui seront posées. Même si c'est vrai qu'on va recevoir les participations d'ici au 30 avril. Les entreprises ont jusqu'au 30 avril pour nous les verser. Exact. Une question de Marie-Paul de Loire-Atlantique. Marie-Paul est à la retraite forcée depuis le 1er octobre 2011 suite à un licenciement économique. Elle s'est inscrite au chômage qu'elle a pu percevoir pendant 2 mois. Pour autant, le régime des retraites ne lui a pas validé l'ensemble de l'année 2011 car il manquait un seul trimestre. Sa question, est-ce normal ? Que puis-je faire ? Voilà, alors, on a regardé un peu la situation de Marie-Paul. Alors, elle est un peu... c'est pas très clair en fait. La façon, on a essayé de redétricoter la situation de Marie-Paul. Marie-Paul, elle est née en 50, d'après les éléments qu'elle nous indique. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas concernée par le fameux passage de l'âge minimal de la retraite de 60 à 62 ans. Ça concerne que les générations de 54, nées en 54 et après. Donc ça veut dire qu'elle a pu partir à la retraite à 60 ans. Donc en 2010, elle aurait pu partir à la retraite à taux plein
parce qu'elle avait ce fameux âge légal. Après, la question, c'est est-ce qu'elle avait, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, est-ce qu'elle avait l'ensemble de ses trimestres, hein. Pour sa génération, il aurait fallu qu'elle cotise 162 trimestres, donc 40 ans et demi. Bon, on peut penser que oui, vu la situation qui nous est indiquée. Pourquoi ? Parce que Marie-Paul, elle nous indique qu'elle gagnait à peu près 3 000 € par mois. Et qu'elle était cadre. Et qu'elle était cadre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider un trimestre de retraite, il faut percevoir 1 800 € brut. Marie-Paul, avec 3 000 €, elle perçoit à peu près 4 000 € brut. Donc, en ayant travaillé ne serait-ce que 2 mois au cours de l'année 2011, elle aurait validé ces 4 trimestres. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ? Éventuellement, sa mise au chômage fait que elle n'a pas pu cotiser de manière à bénéficier d'une surcote. La fameuse surcote, vous savez, c'est la possibilité de majorer votre retraite si vous cotisez plus de trimestres que de nécessaire. Pour autant, quand vous êtes au chômage, vous validez également vos trimestres. Donc, ce qu'on imagine, c'est que, en fait, l'assurance chômage n'a pas pris en compte le dernier trimestre de 2011, parce qu'elle n'en avait pas besoin pour avoir sa retraite à taux plein. D'accord. Donc, on peut imaginer que, sans le savoir, donc à elle de vérifier, mais on peut imaginer qu'elle a une retraite à taux plein. Donc elle a travaillé effectivement 162 trimestres et elle a pris sa retraite après 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Même si le régime des retraites ne lui a pas validé l'ensemble de l'année 2011, elle perçoit une retraite à taux plein. Même parce que ça ne lui sert à rien. Les derniers trimestres ne lui servent à rien. Voilà. Donc c'est pas grave. Donc c'est a priori. Ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, elle prend contact avec... Elle prend contact avec la caisse de retraite, hein. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Voilà, Marie-Paul, au boulot, entre guillemets, pour faire bouger la caisse de retraite. On marque une petite pause. Tiens, une réponse que l'on a portée à Marie-Paul sur sa retraite qui inspire visiblement, puisque Mounir nous demande si un particulier peut lui-même justement optimiser sa retraite, et si oui, comment, ou est-ce qu'il doit forcément passer par les services d'un cabinet spécialisé? C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Alors, vous voyez que la retraite aujourd'hui, c'est la préoccupation principale des gens, hein. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, optimiser sa retraite, ça correspond à quoi? Ça veut dire, en fait, concrètement, chercher à obtenir des revenus complémentaires pour optimiser soit sa pension de retraite. Alors, il y a deux possibilités. Il existe aujourd'hui sur le marché un tas de produits d'épargne qui vous permettent d'optimiser vos revenus futurs. Donc on a évoqué le PERP tout à l'heure, le plan d'épargne retraite populaire. Donc, ça n'a pas la peine de passer par un cabinet spécialisé. Vous allez voir votre banquier, vous allez voir votre assureur, vous souscrivez un produit, vous lui demandez éventuellement qu'il vous fasse une simulation pour vous dire si je verse tant d'argent par mois, combien j'aurai à la sortie dans 5, 10, 15 ans, etc. Vous avez aussi la possibilité de faire des investissements locatifs. Vous savez que quand vous investissez dans le cadre d'un dispositif, notamment fiscal comme le Duflot, vous avez une réduction d'impôt et puis vous percevez des loyers tous les mois, si tout se passe bien. Donc ça aussi, voilà, vous avez des revenus complémentaires. L'assurance vie, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, l'assurance vie qui vous permet de pouvoir sortir très librement au moment où vous souhaitez, soit en rente, soit en capital. Mais il y a aussi une autre façon d'optimiser sa retraite. Il existe des dispositifs dans le cadre des régimes qui permettent d'optimiser cette fois, non pas d'obtenir des revenus complémentaires, mais d'optimiser le montant de sa pension lui-même. Donc là, il faut regarder, par exemple, est-ce que Mounir ou des autres auditeurs sont rentrés tard sur le marché du travail. Ça veut dire que quand ils auront 60, 62 ans, 63 ans, est-ce qu'ils auront validé tout leur trimestre? Et si ce n'est pas le cas, ils ont éventuellement la possibilité d'en racheter. On l'a évoqué la semaine dernière. Ça permet d'optimiser directement, non pas le montant de sa retraite, mais son âge de départ. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi la possibilité de bénéficier de la surcote. C'est-à-dire que si vous avez obtenu tous vos trimestres de retraite avant 65, âge qui va bientôt passer à 67 ans, vous avez la possibilité de continuer à travailler un peu. Et chaque trimestre supplémentaire travaillé vous permet de bénéficier d'une surcote de 1,25%. Donc, si vous travaillez 10 trimestres supplémentaires, voilà, votre montant de votre pension va augmenter de 12,5%. Donc, c'est pas négligeable. Oui, c'est pas négligeable. Dernière piste, si au moment de la retraite, vous vous sentez encore apte à travailler, pourquoi ne pas éventuellement vous lancer dans le cumul emploi-retraite ? Vous continuez à bénéficier de votre pension de retraite et vous pouvez exercer une activité salariée. Il y a des conditions là quand même. Il y a des conditions. La condition, c'est d'avoir fait liquider tous ces régimes de retraite et d'être en âge effectivement de percevoir la retraite. Donc, à partir de là, vous pouvez exercer une activité, d'ailleurs même avec votre ancien employeur. Il faut juste penser à démissionner
Donc, cessez votre contrat de travail initial et vous en signez un autre avec votre employeur ou un autre. Et si vous ne voulez pas rester salarié, vous pouvez monter une activité indépendante de conseil. Vous allez conseiller votre ancien employeur ou un autre. Peu importe. Et il n'y a pas de limite de salaire? Ah non, bah non. Si vous pouvez bénéficier du cumul intégral, ça, j'invite les auditeurs à revenir à l'émission qu'on avait faite il y a 2 ou 3 semaines. Vous savez que vous pouvez cumuler votre retraite et le montant de vos revenus d'activité, mais sans aucun plafond. Donc ça, c'est une autre façon d'optimiser sa retraite. Et ben voilà, pour les questions retraite, enfin, c'est vrai que ce sont des questions qui intéressent énormément les auditeurs actuellement. Et alors une autre question qui va intéresser tout le monde parce que l'échéance se rapproche, ça concerne la déclaration de revenus. Question de Marc sur notre site bfmbusiness.com. Marc se demande quand allons-nous recevoir la déclaration de revenus? Et une deuxième question, où devra-t-il déclarer son ISF? On commence peut-être avec la déclaration de revenus. Alors, on est en plein justement dans la campagne. Ça tombe bien. Le 27 mars dernier, le ministre de l'économie et puis le nouveau ministre du budget ont présenté la campagne de déclaration. Donc, c'est que les imprimés vont commencer à être envoyés au foyer. Ça va arriver à compter du 15 avril, donc la semaine prochaine. On est impatients. Ça y est, on est tous très impatients de la recevoir. Et pour ceux qui ont opté déjà depuis l'an dernier pour la déclaration totalement dématérialisée, donc à souscrire sur le site internet du ministère des Finances, le site sera ouvert à partir du 19 avril. Donc les gens qui sont très 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 impatients vont pouvoir, dès le week-end, pas qui vient, mais le suivant, s'atteler à leur déclaration. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Alors après, il faut savoir qu'ils ont quand même un délai. On a un délai, heureusement, pour remplir sa déclaration. Donc ceux qui continuent à le faire par papier, c'est le 29 mai à minuit. Et ceux qui le font par Internet ont un délai un peu plus grand qui s'échelonne entre le 3 et le 17 juin en fonction de votre département de résidence. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ça incite les gens de plus en plus à aller déclarer sur Internet. Et à partir de la semaine prochaine, dans Intégral Placement, on vous proposera justement plein de conseils pour remplir efficacement votre déclaration de revenus et puis aussi les nouveautés de cette déclaration de revenus. La deuxième question de Marc, où devrais-je déclarer mon ISF ? Alors en fait, tout dépend du montant de son patrimoine taxable. S'il a un patrimoine taxable qui est inférieur à 2,57 millions d'euros, donc on rappelle patrimoine taxable, c'est le montant de votre patrimoine duquel vous avez déduit l'ensemble de vos dettes, globalement. S'il est inférieur à 2,57 millions d'euros, Marc devra déclarer son patrimoine directement sur sa déclaration de revenus, donc la fameuse 2042 qu'il va recevoir là à partir de la semaine prochaine. Et là, il a 4 ou 5 lignes à remplir, donc c'est vraiment extrêmement simple. Il porte le montant de son patrimoine taxable, le montant de son patrimoine global, et éventuellement, s'il a envie de souscrire à des fameux produits qui permettent de réduire le montant de son ISF, il le porte également sur cette ligne-là. Si son montant de patrimoine est supérieur à 2,57 millions d'euros, il va recevoir une déclaration spécifique d'ISF qu'il devra remplir et envoyer au service des impôts au plus tard le 17 juin. Et cette fois, il faudra qu'il accompagne sa déclaration d'un chèque du montant de l'impôt qu'il devra acquitter. Donc voilà, donc il faut être bien clair. Jusqu'à 2,57 millions d'euros, c'est la déclaration de revenus. Au-delà, c'est une déclaration spécifique d'ISF, beaucoup plus longue et beaucoup plus complète. Bon, nos politiques aussi vont devoir se dépêcher de faire leur déclaration. Ils ont déjà commencé, certains. Eux, c'est le 15 avril. C'est encore plus tôt. Joseph nous écrit depuis Beaune. Son conseil en gestion de patrimoine lui recommande d'investir dans des SCPI. Il a remarqué qu'il y avait 2 sortes, ceux à capital fixe et celles à capital variable. Et il s'interroge sur la différence. Bah déjà, Joseph, on peut dire qu'il est bien conseillé parce qu'effectivement, les sociétés civiles de placement dans l'immobilier, SCPI, c'est un placement qui est plutôt rentable. En 2012, elles ont rapporté par exemple 5,21% en moyenne. Donc on est quand même bien au-delà de tous les rendements de l'assurance vie. Alors effectivement, comme il le note, il y a 2 types de SCPI. Il y a les capitales fixes et les capitales variables. Cette différence est importante, notamment au moment où vous allez acheter les parts et au moment où vous allez vouloir les revendre. À capital fixe, ça veut dire que vous ne pouvez souscrire qu'au moment de la souscription initiale ou au moment d'une augmentation de capital, si vous voulez acheter des parts primaires, donc c'est-à-dire directement auprès de la société. Sinon, vous allez sur le marché secondaire, donc le marché de l'occasion, et pour trouver quelqu'un qui va bien vous vendre ses propres parts. La différence du capital variable, c'est que la société peut voir son capital monter et descendre au fur et à mesure des souscriptions et des désengagements.
Donc là, c'est plus simple à souscrire. Ben voilà, la différence pour ces capitales variables que vous trouvez dans les SCPI. D'autres différences ou pas, Frédéric? Non. Non. Et bien donc voilà pour les principales différences qu'on pouvait donner. Frédéric qui s'étouffe et ça tombe bien puisque c'est fini, le chrono vous a sauvé par le gong, Frédéric Durand-Bassin, puisque le temps qui nous était imparti est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Frédéric Durand-Bassin, rédacteur en chef au magazine Le Particulier. C'est horrible quand on est pris d'une canne de tour. C'est affreux, c'est affreux. Allez, bon retour, un petit verre d'eau. On va vite lui apporter une bouteille d'eau.